Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τελευταία ομιλία για σήμερα. Εκ μέρους της Πρεσβείας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε σήμερα με δύο εκλεκτές κυρίες. Merci pour cette invitation. Nous allons parler avec deux invités, éminentes invitées, Claire Marant, écrivaine, et Nathalie Géraud Desforges, sexologue, psychothérapeute et bien d'autres encore. Θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Les avoir connus hier soir, nous allons parler de quelque chose d'important qui touche à la philosophie, à la sociologie, les relations humaines et la façon dont on réfléchit sur nous-mêmes et les autres, comment on voit notre place. Claire Marin a écrit un livre intitulé « Être à sa place » et elle va nous permettre de comprendre davantage quelle est notre place. Et Nathalie Géraud Desforges va parler de la façon dont on se tient à l'heure actuelle même, comment on utilise notre corps pour parler de ce qu'on supporte, de ce qu'on dissimule, de ce qu'on souhaite montrer. Je vais faire une petite introduction et je dirais que moi, en tant que psychanalyste, je réfléchis beaucoup à la façon dont on trouve notre place à partir du moment de notre naissance et après nous réfléchissons de nouveau sur notre place dans à deux. Donc je vais donner la parole à Claire Marin et parler de la façon dont on trouve notre place aujourd'hui en tant que femme, en tant qu'homme. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Donc peut-être je vais retracer, on avait un peu imaginé les choses comme ça, le cheminement, si on peut dire, qui m'a conduit à écrire cet ouvrage, qui effectivement pose la question de la place, à la fois notre place sociale, notre place affective, notre place professionnelle et la manière dont elle se conjugue, même si le titre est un titre au singulier, être à sa place. En réalité, l'ouvrage montre comment c'est toujours une forme de dynamisme, de mouvement, même si le titre peut avoir l'air un peu statique. La question qui est posée est plutôt celle d'un équilibre qu'on essaye de trouver entre les différentes places qui sont les nôtres dans la famille, la société, dans son époque aussi, qui peut nous bouleverser, qui peut remettre en question les places qu'on pensait acquises et que des événements, qui soient écologiques ou politiques, peuvent remettre en question. Donc, mon travail, un peu comme celui d'Alexandre Lacroix, s'enracine dans l'expérience vécue. Ce qui m'intéresse, c'est de traiter en gros des épreuves de la vie et des moments de bifurcation. C'était l'objet de mes livres précédents. Tous ces moments qui nous déplacent, qui nous bousculent, nous déroutent. Et on pourrait dire que ce dernier ouvrage, il est né de finalement une vieille envie de questionner la place. C'était d'abord une préoccupation un peu personnelle, un peu autobiographique, de savoir comment on fait pour trouver sa place là où on n'est pas attendu. Et puis, comme le livre précédent était sur les grandes ruptures qu'on peut rencontrer dans l'existence, qu'elles soient difficiles ou joyeuses, on parlait du rapport à la mer, et bien tout à l'heure avec Arthur Dreyfus, la naissance, c'est aussi une grande rupture de l'existence, inconsciente pour le nourrisson, mais qui laisse des traces, et très très consciente pour la mère, ça laisse aussi des traces. Et donc à la suite de cette interrogation sur les ruptures et sur les places qu'on perd, ou celles pour lesquelles on rompt, celles qu'on imagine être de meilleures places, et puis aussi à cause de l'expérience du confinement, où on s'est tous d'une manière ou d'une autre interrogés sur les places qui étaient les nôtres, sur les lieux où on habitait, sur les déplacements parfois absurdes qu'on a été obligé de faire. Tout ça a fait que j'ai envisagé ce texte et que, effectivement, en m'appuyant à la fois sur la sociologie, la psychologie, beaucoup sur la littérature et puis la philosophie, parce que c'est ma formation d'origine,
j'ai envisagé ce livre qui essaie d'interroger un peu toutes les places qu'on occupe dans la douleur ou dans la joie, et puis surtout ce mouvement incessant de déplacement intérieur qui est le nôtre et qui renvoie sans doute à une impossibilité d'être dans une place fixe sans pour autant que ça doive nous désespérer. Vous parlez tout spécialement des pertes, des fissures, la façon dont quelqu'un réfléchit, pense à ce qu'il perd. Oui, la question de la perte, elle est importante d'abord parce que j'ai commencé à travailler sur la maladie et un peu sur le deuil, et puis aussi ces pertes qui ne sont pas immédiatement manifestes, c'est-à-dire parfois on perd quelqu'un parce qu'il n'est plus lui-même, parce qu'un accident, une maladie ou un traumatisme qu'il a vécu ou qu'elle a vécu font qu'on ne les reconnaît plus et qu'eux-mêmes parfois ne se reconnaissent plus. Donc il y a ces espèces de pertes étranges où on est face à un fantôme, c'est-à-dire une personne qui ne ressemble plus à notre grand-mère si elle est atteinte d'Alzheimer ou un proche s'il est traumatisé par un événement très douloureux dont il n'arrive pas à sortir. Donc il y a aussi cette idée-là que parfois on perd, y compris ceux qui sont toujours là, ce qui est toujours une expérience assez déroutante. Donc la perte sous tous ces aspects, tout ce qu'on perd dans justement ces moments où on change de trajectoire, mais aussi la possibilité que cette perte soit un allègement dans les perspectives, par exemple, des transclasses, que j'aborde aussi dans ces derniers textes. Il y a des pertes qui sont nécessaires, comme parfois on jette des cargaisons par-dessus bord pour échapper à la tempête. Donc il y a quelque chose de cet ordre, de l'ordre du sacrifice, ou des ruptures nécessaires, même si elles peuvent être vécues par les autres, comme des trahisons, des formes de déloyauté, sont parfois la condition même j'allais dire notre sauvetage, pour continuer la métaphore, mais parfois on rompt pour vraiment sauver sa peau et pour devenir la personne qu'on n'arrive pas à affirmer ou à manifester dans son milieu d'origine. Vous ne parlez pas d'un soi constant, mais d'un soi en quête. En lisant les propos de Zirana Zatelli qui dit que nous sommes déterminés pour devenir finalement ce qu'on devient. Je me demande si dans vos écrits, vous êtes intéressé par cette alternance, ce changement constant et tout ce que nous vivons ces dernières années, la pandémie, la guerre, etc. Est-ce que cela influence? Oui, bien sûr, c'est une question à laquelle on ne peut pas être indifférent. Moi, j'ai travaillé les années précédentes sur les questions du soin, donc je sais ce que la maladie transforme dans l'existence d'un sujet, et aussi tous ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire tous ceux qui l'aident. En français, on a ce terme des aidants, et à certains moments, on parle d'aidants naturels, comme si on était mieux placé quand on était proche pour soigner, ce qui n'est pas évident du tout, à mon sens. Donc ces questions de la maladie, c'est des questions qui m'occupent depuis longtemps. Et puis, le hasard, enfin plus exactement les aléas de l'histoire, ont fait que j'ai fini le chapitre sur les déplacés et les migrants l'été dernier, exactement à peu près à cette époque, en juin, en m'appuyant sur des textes écrits par Günther Anders, qui écrit ses journaux de l'exil et du retour. Et évidemment, j'imaginais pas à quel point les mots qu'il emploie à cette époque pourraient devenir des mots qu'on entend à la radio ou qu'on retrouverait dans des témoignages de contemporains, ces mêmes expressions, ces mêmes doutes, ces mêmes histoires tragiques. Donc il y a là évidemment une forme de résonance dans l'actualité qui est particulièrement douloureuse.
Θα έλεγα ότι νομίζαμε ότι είχαμε Et τελειώσει. qu'on pensait qu'on en avait fini avec ces termes en Europe, avec ces mots. On le prend, ouais. Et ça revient maintenant. On le pensait parce qu'on était très aveugle, très européocentré, parce que les migrants qui connaissent ces tragédies, ils sont juste de l'autre côté de la Méditerranée. Pour la France, en tout cas, ils sont très proches en Grèce. On sait à quel point la Grèce a dû faire face à cette question des migrants et la manière dont elle a quand même déployé une hospitalité dont on a été absolument incapable, y compris dans des moments qui étaient critiques pour les Grecs eux-mêmes. Donc, en réalité, croire que ça avait disparu de notre horizon, c'était juste parce qu'on ne voulait pas le voir. Là-dessus, j'ai repris aussi des termes du philosophe Achille Mbembe, qui a publié un texte l'année dernière qui s'appelle Brutalisme, et qui montre comment cette époque est brutale dans l'invisibilisation justement de ces vies, dans le déni ou le refus de voir ceux qui disparaissent engloutis ou qui meurent au milieu des déserts. Donc c'est pas du tout un phénomène qui aurait disparu et qui réapparaîtrait, c'est nous qui avons décidé de n'y prêter aucune attention. Je voudrais introduire aussi dans le débat Nathalie Giraud-Desforges, parce que vous êtes une personne qui parle des pertes, des migrants, et je me demande si la femme a plus de difficultés à trouver sa place dans ce monde. Alors avant, merci, je voudrais juste présenter un petit peu qui je suis. Moi, je suis sexologue, sexothérapeute. Les gens qui viennent me voir, ils viennent parce qu'ils peuvent avoir des difficultés dans leur couple. Je suis aussi sexothérapeute de couple. Et parce qu'ils ont souvent perdu leur place dans leur corps. Ils sont coupés leur corps. Et aussi, dans le couple, ils ont perdu leur place où ils ne savent plus comment se positionner par rapport à leur partenaire. Donc, avant de répondre à ta question, j'aimerais vous proposer quelque chose, parce que ça fait longtemps, je crois, que vous êtes assis sur vos chaises, et je me demande si peut-être vous auriez besoin de vous repositionner sur votre chaise. Si peut-être votre corps, justement, a besoin d'un peu d'espace. Voilà, j'en vois quelques-uns qui commencent à bouger. Parce que prendre sa place, être à sa place, ça veut dire mettre de l'énergie. Ça veut dire mettre du mouvement. Voilà, il peut y avoir quelques pieds qui s'agitent. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être à respirer, à prendre 3-4 respirations un peu plus profondes que celles que vous prenez d'habitude. Et puis, à vous repositionner sur votre chaise, à chercher le mouvement, à chercher ce qui est bon pour vous. Et comment c'est bon pour vous ? Parce que ce mouvement-là, cette place-là, c'est la vôtre, avant même de parler de plus grande généralité. Et de voir comment est-ce que c'est bon pour vous. Est-ce que vous êtes bien à votre place ? Est-ce que vos jambes sont bien à votre place, bien à sa place ? Est-ce que vos fesses sont bien assises ? Vos dos ? Vos lombaires ? Votre colonne vertébrale ? Comment est-ce que c'est pour vous, là, maintenant ? Voilà, et juste mettre un petit peu de mouvement. Parce que la place, c'est aussi ça, c'est celle qu'on accorde à son corps, puisque là, la tête est bien en mouvement. Mais c'est aussi le corps qui participe et qui vous porte, et qui vous continuera à vous porter jusqu'à la fin, quoi. Donc, entretenir la place de son corps, c'est vraiment très, très, très important. À trouver ce moment-là pour vous.
Parce que lorsque Claire Marin parlait aussi, elle parlait de l'espace de rupture, de l'espace de changer d'un état pour aller dans un autre état. Elle parlait d'un espace aussi de confinement, mais qui est aussi un confinement dans lequel le corps s'est replié sur soi, le corps a grossi généralement parce qu'on ne pouvait plus aller dehors, parce qu'on ne pouvait plus aller bouger, parce que le corps a pu être privé de liberté, donc d'espace. Donc il n'a plus trouvé sa place, parce que les personnes, quand tu parlais du confinement aussi, et de ce qui se passait, se sont retrouvés ensemble. Et donc l'équilibre du couple, par exemple, ou l'équilibre de la famille s'est trouvé rompu. Et il a fallu recomposer. Il a fallu trouver des éléments de rencontre, trouver d'autres espaces, d'autres places pour se comprendre, pour se parler, pour se retrouver, pour respirer. Et ça a pu être, et ça a été très très compliqué dans cet espace-là. Ce que tu parlais aussi, ce dont tu parlais aussi, Claire, c'est tout à l'heure, c'est du mouvement qui est vers qui suis-je, qui est-ce que je suis, quelle place est-ce que je prends dans le travail, quelle place est-ce que je prends au sein de mon couple, quelle place est-ce que je prends dans la société, est-ce que c'est une place qui est genrée, est-ce que le fait que je sois une femme déjà me prédétermine dans un certain chemin, dans un certain comportement. Donc il y a tout ça qui est en jeu en quelque sorte, ce qui suis-je. Et moi, dans mon cabinet, je reçois des personnes qui viennent parce qu'elles sont dans ce questionnement. Qui suis-je? Je ne me reconnais plus. J'ai eu un deuil dans ma famille. Souvent, je crois que Arthur aussi, tout à l'heure, dans sa conférence, parlait quand les parents, en particulier, décèdent, brusquement, il y a quelque chose de différent. Il y a une place qui s'ouvre devant soi. Et c'est compliqué de pouvoir la prendre parce qu'il y a du chagrin ou peut-être de la délivrance. Et ça demande un réajustement. Et donc, quand les gens viennent dans mon cabinet, c'est parce qu'il y a eu ils sont dans un endroit qui ne leur convient plus. Tu vois, ils ne sont plus à leur place. Soit ils sont dans un endroit dans lequel il y a une place vacante. Leur conjoint ou leur conjointe est parti. Et donc, ils ont besoin de se trouver eux. Il peut y avoir aussi une autre personne qui est rentrée, qui a pris leur place. Un amant, une amante, une autre personne. Il peut y avoir aussi ce dont tu parlais, les enfants qui arrivent. Et donc, il y a une recomposition de la place à nouveau. Ce sont des questionnements qui sont, que j'appelle, nous sommes des éternels équilibristes. Dans un couple, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait, quand vous étiez plus jeune, de la balançoire. Vous savez, l'un est assis ici et l'autre là. Et on cherche son équilibre. Vous vous souvenez de ce jeu-là? Oui. Sur la balançoire, lorsque vous cherchez, l'un est assis d'un côté et puis l'autre de l'autre. Et en fait, c'est un jeu d'équilibre. Et en fait, toute notre vie est un jeu d'équilibre. Alors, lorsqu'on est avec une autre personne, c'est chercher cet équilibre. Et donc, dès qu'il y a un changement, je prends plus d'espace, je grandis, je m'affirme, je prends du poids symboliquement, psychiquement. Brusquement, cet équilibre-là, il est en perpétuel mouvement et en perpétuel rétablissement, en quelque sorte. Donc, voilà l'enjeu un peu de cette place qui est un peu... nous sommes un peu des équilibristes de ce mouvement. Et quand il n'y en a pas, eh bien, il y a une sorte de dépression, un peu. Voilà ce que je voulais dire. Je vais poser la question à toutes les deux, parce que toutes les deux, chacune depuis sa place,
vous vous occupez de la même chose et je pense qu'on peut aussi demander l'aide de la littérature. C'est une quête identitaire perpétuelle, c'est-à-dire trouver sa place. Cela peut être une demande qui est constamment recherchée dans la vie d'un être humain et qui influence un peu tout ce que vous venez de dire. Comment est-ce que vous l'examinez sur un plan collectif ou sur un plan individuel? Quels sont les éléments qui permettent, qui aident une personne à se resituer ou qui lui font peur ou qui le coincent? Peut-être certaines femmes préfèrent se sentent mieux quand elles sont coincées. Je ne sais pas si on se sent mieux quand on est coincé. Je crois qu'au bout d'un moment, on étouffe un peu. La question est très large en fait. Je ne sais pas trop par quel point commencer, mais sur la question de la littérature, je crois que la force de la littérature et du cinéma, c'est de nous proposer des personnages auxquels on peut s'identifier, même s'ils sont très loin de nous, historiquement ou culturellement, mais dont justement les trajectoires nous présentent des cheminements soit auxquels on n'avait pas pensé, des issues qui tout d'un coup émergent d'un récit ou d'un film et qui nous font apparaître voilà, une autre voie possible, soit qui nous donnent le courage de le faire. Et on voit bien comment les processus d'identification à des héros de la littérature fonctionnent. Bourdieu raconte comment il s'est identifié au héros de Balzac et que ça lui a donné quelque chose comme une forme de force pour envisager de monter à la capitale, comme on dit parfois, et de découvrir un milieu intellectuel qui n'était pas le sien. Donc parfois on puise dans des personnages le courage d'aller vers une place qui n'est pas la nôtre et à laquelle on n'est pas attendu, où on sait que ça sera difficile et qu'il y aura un coût, un prix à payer peut-être en termes d'épreuves, d'obstacles, mais aussi éventuellement d'humiliation. Et effectivement, cette question se pose peut-être avec plus d'acuité pour les femmes ou pour des personnes qui présentent des handicaps ou pour des personnes qui peuvent être issues de l'immigration et qui doivent en plus faire face à des préjugés. C'est-à-dire non seulement ils ne sont pas les bienvenus, mais en plus on préjuge des faiblesses qui pourraient être les leurs. Et en s'attachant à des éléments très extérieurs de leur identité, d'une certaine manière, on leur ferme d'emblée la porte. Alors moi, je vais reprendre ce que tu as dit à propos d'être coincé. Et à nouveau, je vais le ramener à mon cabinet de thérapie. Il y a être coincé, enfin se trouver dans une situation qui n'est pas confortable, ça peut durer très longtemps. On est dans un couple, par exemple, et la situation n'est pas confort, n'est pas confortable, et c'est supportable. Et c'est supportable jusqu'à ce qu'il y ait un élément externe qui nous mette ou qui mette la personne dans la réalisation que peut-être il pourrait y avoir autre chose. Mais autrement, le connu de l'inconfort, le connu d'une place qui est très très coinçante est bien plus, parfois bien plus acceptable à vivre que d'aller dans un endroit qui est nouveau, où peut-être il n'y a plus d'espace, mais où ça demande des comportements différents, où ça demande un déploiement de force et un déploiement d'énergie qui demande justement ce mouvement pour y aller. Et il y a des études qui sont faites parfois quand on est dans des endroits d'insatisfaction, ou même on ne se sent pas à sa place. Le corps nous dit qu'on ne se sent pas à sa place. Le corps, il a mal. Le corps est dans on a un lumbago, on a mal au dos, on a mal au ventre, on est complètement compressé, on n'arrive plus à respirer. Le corps vous dit qu'on n'est pas à sa place. Mais la tête, le mental, l'éducation
va vous dire que c'est OK et qu'il faut continuer parce qu'il y a une obligation de morale, il y a une injonction, il y a tout plein de choses qui sont, les enfants par exemple, qui vous poussent à continuer à œuvrer ou à vivre dans une place qui est étriquée, compliquée, mais qui est connue et donc qui est plus sécurisante qu'une place inconnue. Il y a souvent une expérience qui est faite, une expérience un peu cruelle d'ailleurs. Et c'est quand en fait on met une grenouille dans de l'eau froide et qu'on chauffe l'eau, en fait la grenouille ne se rend pas compte que l'eau devient brûlante et la grenouille ne saute pas hors du bocal. En fait, elle meurt. Alors, ce que ça veut dire, c'est que on peut continuer à supporter. Alors, nous ne sommes pas des grenouilles. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas des grenouilles. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme une grenouille. Mais le niveau de tolérance à l'inconfort, à la souffrance, peut être très grand lorsque il y a une peur de l'inconnu qui se place devant nous. Enfin, c'est vraiment un ressort très, très, très fort, quoi. C'est l'heure où on peut poser cette question. Ne pas avoir trouvé sentimentalement, affectivement sa place, est-ce que cela influence l'acte sexuel? Ça y est, sexualité, ça y est, on en parle. Il est quelle heure là? Vous êtes sexologue. Voilà, je suis sexologue. Oui, d'abord il y a l'acte sexuel, il y a la relation sexuelle, il y a la relation amoureuse, il y a la relation qui peut être amoureuse et une relation de tendresse coupée du corps et du sexe. C'est vrai pour avoir de l'intimité, c'est souvent, enfin dans le couple, je vais parler du couple, c'est nécessaire d'avoir de la confiance, d'établir pour que le corps puisse s'ouvrir. Après, tout peut se faire. Ça dépend de l'accord que j'ai de moi à moi avec mon corps et comment j'utilise, par exemple, le rapport sexuel dans le couple pour obtenir quelque chose, comme monnaie d'échange, par exemple. Et je peux être très, très insatisfaite. Je peux faire la grève du sexe. Ça se fait, je crois que c'était au Togo d'ailleurs, les femmes sont, pendant 3 semaines, c'était vraiment, vraiment pas contentes, et elles ont fait la grève du sexe. Du coup, il y a une loi qui est passée, et il y a des choses qui sont arrivées beaucoup plus vite au gouvernement parce que les femmes ont refusé d'avoir des rapports sexuels. Donc il y a une puissance dans notre... Si on parle des femmes, en tout cas, bien sûr, il y a un rapport qui est un rapport amoureux, qui est une continuation de ce qui se passe. Je crois que c'était Alexandre Lacroix dans sa conférence qui parlait du baiser. Il y a une continuation qui passe du baiser, parce que le baiser, en fait, c'est la porte du sexe. C'est les muqueuses. Donc vous avez déjà les lèvres, c'est mouillé. Les lèvres, c'est la bouche, c'est un peu une représentation symbolique du sexe aussi, chez la femme en tout cas. Et un baiser éveille, c'est comme un cercle énergétique, si vous voulez. Le baiser profond, peut éveiller l'envie, comme un arc de cercle. Et donc, c'est le premier pas vers la relation sexuelle. C'est le premier éveil du corps, en tout cas. C'est pour rentrer par la porte de la sexualité. Après, la porte de la sexualité et la place de la sexualité. On reprend la place, mais la place de la sexualité dans le couple est différente d'un couple à un autre. Il peut y en avoir beaucoup. Ça ne veut rien dire de la tendresse dans le couple. Ça dépend du couple. C'est difficile à y répondre autrement. Notre Premier ministre aux États-Unis a établi les liens avec la Grèce ancienne. Nous avons donc Lysistrate qui avait fait une grève du sexe et qui est une héroïne d'Aristophane. Donc tout a été dit dans la littérature grecque ancienne. Ce que je remarque très souvent dans mon bureau, et cela vous concerne toutes les deux, c'est à la fois littéraire mais aussi pratique, c'est que très souvent les gens
parallélisent pas un peu leur énergie avec le fantasme, au fil des années, ils ne peuvent pas faire baisser un peu leur énergie pour que le corps puisse aussi suivre, et cela conduit à des disharmonies parce que l'énergie court, mais le corps ne peut pas suivre, surtout à mesure que l'on avance dans l'âge. C'est vrai, c'est vrai, mais il y a autre chose. L'énergie n'a pas de limite. L'énergie circule dans l'infini. Je travaille, ou j'ai beaucoup travaillé avec des personnes en situation de handicap pour parler d'énergie et de l'infini pouvoir. Quand on parle d'énergie, je vais vous inviter à faire un petit truc parce que parfois ça ne veut rien dire pour les personnes. L'énergie, c'est quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Je vous invite à faire ça. Alors vous prenez vos mains là, voilà, vous les amenez ici et frottez. Voilà, vous frottez. Allez, frottez là, frottez vos mains. Comme si vous frottez vos mains, comme si, je sais pas, vous alliez lancer des pétales de rose là à l'Institut français, plein de pétales de rose. Allez, l'énergie de frotter dans vos mains. Et allez voir ce qui se passe quand vous frottez dans vos mains. C'est chaud. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand vous frottez dans vos mains? Bon, il y a du mouvement. Vous êtes plus vivant déjà. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a de la circulation qui se met en place. Votre cœur commence à battre plus vite. Eh bien, pour revenir à des personnes en situation de handicap, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient paralysées complètement. C'est-à-dire que vous pouviez mettre une aiguille dans leur cuisse, ils ne sentaient rien du tout. Et puis, il pouvait y avoir par exemple un massage, et dans le massage, ils fermaient les yeux et ils savaient exactement où la main se trouvait. Ils le sentaient, ils savaient exactement où la main se trouvait, alors que quelques minutes auparavant, la sensation de l'aiguille était inexistante. Et pourtant, lorsqu'ils se concentraient, ils avaient cette sensation du mouvement sur le corps. Je pratique le tantra aussi, je suis enseignante. Et dans le tantra, qui est une philosophie qui date des millénaires, c'est vraiment la montée d'une puissance en soi qui va permettre d'accéder à des états modifiés de conscience, mais surtout qui va être en lien avec tout ce qui se passe autour, et avec le ici et maintenant, avec la présence. Bon, ça, je vous invite à venir demain à la masterclass. J'en dirai un peu plus. Vous aurez plus d'outils pratiques et concrets demain, vers 19h en tout cas. Mais voilà, l'énergie, c'est... on devient vieux, le corps devient vieux, il devient moins responsive, il devient moins réactif, merci, il devient moins réactif. Mais en revanche, il y a une multitude de sensations, une fois que vous êtes connecté à ces sensations, qui se propagent, et qui se propagent de vous à vous, mais aussi de vous à l'autre. Donc l'énergie, ou en tout cas la conscience de ce qui se passe dans votre corps, vous permet de vous relier au-delà de l'âge et des sévices de l'âge sur le corps. Et quand ça prend la place en vous, cette énergie-là, eh bien, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans le couple, par exemple, ou dans la relation à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais bon. Claire, επειδή ασχολείστε έτσι και με την ασθένεια... Comme vous vous occupez de la maladie, ce manque d'harmonie conduit peut-être parfois à de la maladie. Oui, c'est possible. Moi, j'ai surtout approché la maladie au sens pathologique. Donc, je ne suis pas du tout psychologue, je n'ai pas cette formation. Donc, je n'ai pas la prétention de dire des choses dessus. Mais ce qui me frappe aussi, parce que vous évoquiez la question de l'âge, mais je crois qu'on peut être très vieux dans un corps très jeune. C'est pas linéaire la manière dont un corps se dégrade ou s'affaisse ou perd son énergie. Il y a des moments dans l'existence où
Il y a des surcroîts d'énergie qui peuvent être hormonaux, ou qui peuvent être justement très psychologiques, parce que l'enjeu nous enthousiasme et fait qu'on est plus résistant. Mais je crois que c'est important de voir que là aussi, notre histoire, elle n'est jamais linéaire. C'est-à-dire, chronologiquement, on nous la présente comme telle, mais les moments de fragilité, de faiblesse, de fatigue presque existentielle, si on peut oser ce mot-là, ils ne sont pas nécessairement liés à l'accumulation des années, et qu'en fait, la manière dont on perd son corps ou on le récupère, la manière dont on se l'approprie ou dont on a l'impression qu'il nous est justement enlevé par la maladie, mais aussi par sans doute la tristesse, la dépression, tous ces éléments-là, je crois, montrent bien à quel point le schéma linéaire qu'on a souvent pour se penser soi-même est très trompeur. Que peut-être les moments de plus grande énergie sont à venir, alors même qu'on a l'impression d'être déjà un peu avancé dans l'existence. Et ça se voit bien avec des jeunes malades, par exemple, qui ont une expérience très tôt d'un corps très affaibli. Et ces moments qu'on voit quand on suit les patients, qui sont ces moments qui suivent une guérison, une rémission, où il y a quelque chose. Alors on dit toujours le retour à la vie, peut-être que c'est plus compliqué que ça. Peut-être c'est pas le lieu de développer cette question, mais je crois que si on parle d'énergie ou de la manière dont on habite son corps, d'abord, comme vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qui a parfois besoin d'être médiatisé, on a parfois besoin d'être réconcilié avec son corps. Et dans le cas justement de traumatisme, qui soit physique ou psychique, ou de longues maladies ou de maladies graves, souvent on a besoin de médiateurs. On sait par exemple le rôle que les kinés font maintenant. Il y a des soins qui suivent les cancers aujourd'hui qu'on appelle les soins de support. C'est la francisation du terme anglais, tout supporte dans tous les sens que support peut avoir en anglais. Et on a intégré dedans des soins qui sont des soins du corps qui peuvent avoir l'air un peu superficiels. Alors du sport, mais aussi des soins qu'on pourrait juger très cosmétiques. Mais on voit à quel point ces soins, ce souci de soi et le fait de se retrouver ou se reconnaître dans un corps qu'on a pu tellement détester, où on s'est trouvé défiguré, méconnaissable, grossi ou très amaigri par les traitements, etc., constituent en fait des accélérateurs de guérison ou de rémission. Donc il y a un effet psychique évident, et pas seulement psychique, qui influe aussi sur l'état du corps. Je veux remercier Claire Marin et Nathalie Giraud de Forges. Nathalie Giraud de Forges et Claire Marin, nous vous remercions. Bonne soirée à tous et à demain. Efkaristo.